Oui, je pense que c'est le seul point commun que je vais avoir aujourd'hui avec vous, parce qu'on va parler de statistiques. Merci pour cette invitation au Symposium Balnéaire. En fait, l'objectif de ma présentation, c'est d'essayer de vous guider un petit peu dans la lecture des résultats statistiques des études. On va se baser sur des essais randomisés qui ont étudié les anticoagulants oraux directs, notamment avec le rivaroxaban. Donc moi, je vais principalement vous parler des études Einstein et Rocket. Alors, juste pour poser le décor, le contexte du développement des anticoagulants oraux, il est quand même, il n'y a pas de loup dans l'histoire de ce développement, puisque leur objectif premier, c'était d'avoir l'AMM. Donc, ils ne se sont pas amusés à faire des études un petit peu exotiques. Ce sont des études qui sont plutôt bien conduites en termes méthodologiques et pour lesquelles l'analyse statistique, elle n'est pas suspecte, c'est robuste. Donc déjà, ça va éliminer toute une partie de toutes les questions qu'on pourrait se poser par rapport à cette situation. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec le contexte Einstein. Donc, Patrick Mismeti vous en a parlé. Ce sont les études qui ont été réalisées dans la veine, notamment le traitement de la thrombose, où on a plus de 3000 patients qui ont été inclus dans l'étude Einstein-TDP et plus de 4000 patients dans l'étude Einstein-PI. Donc, la comparaison des schémas posologiques dans ces études associe deux choses. Patrick vous expliquait qu'il y avait une dose intensive au départ de rivaroxaban, puis une dose d'entretien, se fait en fait versus deux traitements de l'autre côté, puisqu'il y a d'abord le traitement parentéral avec l'enoxaparine et puis le traitement par ABK. Donc on se retrouve dans une situation où on a une prise orale par rapport à une prise sous-cutanée pour la première période, et ensuite on a une dose fixe de traitement par rapport à une dose adaptée des anticoagulants oraux. Alors pour simplifier le déroulement de l'étude, ces études ont été conduites en ouvert et non pas en double aveugle. Il y avait cependant un comité d'adjudication indépendant à l'aveugle des traitements pour statuer sur les événements. Alors ça, c'est un inconvénient que ce n'était pas les mêmes schémas, mais en fin de compte, le fait que ce ne soit pas les mêmes schémas, c'est quand même l'avantage des anticoagulants oraux directs. Le fait qu'on ait une prise orale au lieu d'une prise sous-cutanée, le fait qu'il y ait une dose fixe et non pas une dose adaptée, fait que finalement, on a déjà le progrès thérapeutique de par la commodité d'utilisation du produit. Ça veut dire une chose, c'est que si déjà on démontre que ces produits sont efficaces comme le produit de référence, on serait déjà content. C'est ce qu'on appelle les études d'équivalence ou les études de non-infériorité, et c'est ce qui a conduit le programme Einstein. Donc ce sont des études en ouvert de non-infériorité. Alors, comment expliquer ces essais de non-infériorité, surtout pour les comprendre, parce que c'est là où on a beaucoup de soucis pour la lecture des typés statistiques. Quand on effectue un essai classique pour démontrer la supériorité d'un traitement par rapport à un autre, on a un taux d'événement dans les deux bras, on en fait le rapport, on obtient le risque relatif. Ici, par exemple, le risque relatif de 0,80, je l'ai représenté en bleu. Si ce risque relatif est en dessous de 1, ça vous savez très bien, on a un traitement bénéfique. S'il est au-dessus de 1, c'est la zone du traitement délétère, on a une perte d'efficacité potentielle. On trace bien évidemment l'intervalle de confiance à 95%. Et on regarde si d'abord ne touche pas la valeur 1. Si ça ne touche pas la valeur 1, j'ai une différence significative. Si ça touche la valeur 1, je ne l'ai pas. Ça, c'est le côté facile de l'analyse des essais de supériorité. Quand on est dans les essais de non-infériorité, on est dans un contexte un petit peu particulier, c'est qu'on veut faire aussi bien que le comparateur, donc on est déjà ici. Ce qui veut dire que quand on va mettre l'intervalle de confiance de l'estimation, on franchit déjà la zone de perte d'efficacité potentielle. Donc, le problème qu'on va avoir, c'est jusqu'où on va. Est-ce qu'on peut tolérer d'aller avec un risque possiblement délétère du produit? Et c'est là où on a une particularité de ces études, c'est qu'on est obligé de fixer une borne de non-infériorité. Et c'est pour ça que dans ces études, à chaque fois, on vous dit est-ce que ça dépasse ou pas la borne de non-infériorité qui a été préétablie au protocole. Donc on ne va pas conclure avec un intervalle de confiance par rapport à 1, mais par rapport à un intervalle de confiance qui va au delta. Alors reprenons le cas des études Einstein, puisqu'on est dans le programme Einstein. Pardon, je vais passer. Voici l'étude Poulet dont Patrick vous a parlé. Vous avez en dernière colonne ce qu'on appelle le hazard ratio. C'est la même chose que le risque relatif, sauf qu'on a pris en compte les événements au cours du temps, au cours d'une courbe de survie. Donc je vais vous donner la courbe de survie tout de suite. Là, voilà. On obtient un hazard ratio de 0,89 qui va de 0,66 à 1,19. 0,89, je suis bien en dessous de 1, j'ai donc un effet bénéfique du rivaroxaban. Est-ce pour autant que je suis significatif en termes de non-infériorité? Bien, je vous ai remis le schéma tout à l'heure. On a la zone délétère en jaune, la zone d'efficacité consentie donc sur ce jaune. Le orange, on a cette zone perte d'efficacité, la borne. Et ma valeur, elle est ici.
si je regarde si je suis significatif ou pas en termes de non-infériorité, je suis en dessous de la borne de non-infériorité, je peux donc conclure à la non-infériorité du produit et je vais avoir un petit p de non-infériorité qui va être significatif. Et c'est là où ça va se compliquer, c'est que, d'accord, est-ce que je suis supérieur? Et là, je m'aperçois que ma borne dépasse là. Et donc, je vais être avec un petit p de supériorité qui sera non significatif. Et donc, dans ces études, on se perd un petit peu parce qu'on a deux valeurs de petit p. On a la valeur du petit p de non-infériorité, qui est significatif, et la valeur du petit p de supériorité, qui ne l'est pas. Dans ce type d'étude, on conclut à la non-infériorité du produit par rapport au comparateur. Alors, on est aussi efficace, hein, voilà ce que ça veut dire en étant non inférieur. On est plus commode, parfait. Est-ce que cette étude peut être considérée comme étude valable alors qu'on est sur un schéma en ouvert? On va juste revenir sur une parenthèse méthodologique. On considère qu'avec les études en ouvert, on a tendance à majorer, à exagérer l'effet de traitement. Donc on regarde cette étude en ouvert par rapport aux autres qui ont été conduites en double aveugle, on n'a pas l'impression qu'il y a une exagération de l'effet de traitement. En termes hémorragiques, Patrick vous l'a indiqué, on est plus commode, on a a priori une méthodologie qui est correcte, on gagne en termes d'hémorragie dans cette indication, je ne vais pas gagner beaucoup plus de temps. Ici, je voulais juste vous présenter quand même le résultat du hazard ratio. Si on en suit ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la lecture, rien qu'avec l'intervalle de confiance, vous voyez que cet intervalle de confiance ne touche pas la borne du 1, et que donc je peux conclure de façon significative à la supériorité en termes d'hémorragie. Et vous voyez que quand on parle des histoires du petit p, en statistique, logiquement, quand on lit les essais, on n'a même pas besoin d'avoir le petit p. Avec l'intervalle de confiance, on a tout ce qu'il nous faut. Donc ici, pour les hémorragies, on a une réduction de 46% et on a une réduction significative puisque l'intervalle ne contient pas la valeur 1. Alors, programme Rocket, enfin l'étude Rocket, donc dans la FA, là aussi, Patrick vous en a parlé, c'est aussi un essai randomisé, plus de 14 000 patients. Et cette fois-ci, c'est une étude qui a été conduite en double aveugle, donc on est sur un critère méthodologique de qualité au-dessus, et c'est également une étude de non-infériorité, avec une borne qui a été choisie à 1,46. Alors on va aller vite aux résultats. Population, je ne sais pas si c'est présenté, bon, c'est une population à risque, une population Rocket, je pense que vous la connaissez, 73 ans de moyenne d'âge, un SHATS 2 qui était supérieur à 3 en moyenne, et plus de 60% des patients qui avaient un antécédent puisqu'ils étaient sous l'AVK avant. Concernant le critère primaire, l'AVC et les embolies systémiques, donc je vous ai représenté là également le cours cumulé au cours du temps. Vous voyez le hazard ratio à 0,88, donc qui est en dessous de 1, donc on a tendance à avoir un effet plutôt bénéfique puisque je suis du bon côté. Et l'intervalle de confiance va jusqu'à 1,03. Je vous rappelle que la borne de non-infériorité est à 1,46. Je vous ai refait un petit schéma. Et donc, on est en dessous de la non-infériorité. On peut donc conclure de façon significative à la non-infériorité. Peut-on conclure à la supériorité? Non, pas beaucoup. Mais on ne peut pas conclure à la supériorité. Alors, l'intérêt de certains articles, notamment le Milbank, c'est que quand ils vous donnent des informations, ils vous mettent les deux colonnes des petits p. Ils vous donnent le petit p de la non-infériorité, et puis il vous donne également le petit p de la supériorité. Donc vous avez toutes les informations si au cas où vous aviez un doute sur l'interprétation. Alors le problème, c'est que parfois ils ont tendance à charger les petits p dans les tableaux. Parce qu'ici on a le petit p de l'analyse per protocole, le petit p de l'analyse en intention de traitement, le petit p de l'analyse de la safety population. Grosso modo, quand vous voulez conclure à de la non-infériorité, il faut avoir et la per protocole et la non-infériorité. Et pour conclure à la supériorité, on regarde la population en intention de traitement et c'est amplement suffisant. Donc les chiffres que je vous ai entourés vous permettent de conclure directement sur les résultats. Les résultats complémentaires, Patrick vous les a présentés, donc je ne vais pas m'arrêter plus que ça sur ces données-là. On n'a pas de signal particulier, que ce soit en termes d'infarctus ou en termes d'hémorragie. Alors cette fois-ci, on a plutôt tendance à être dans une force méthodologique par rapport à d'autres études, puisqu'elle a été conduite en double aveugle, alors que les autres ont été conduites, certaines autres, pas toutes, ont été conduites en ouvert, hein, c'est ce que j'ai appelé les schémas PROD. En fait, on a réalisé une méta-analyse des essais qui avaient été conduits en ouvert par rapport aux essais qui avaient été conduits en double aveugle avec les études, avec les AOD par rapport aux antivitamines K, pour regarder si on avait une exagération de l'estimation de l'effet de traitement lorsque l'on conduisait des études en ouvert. On s'est rendu compte, vous pouvez le constater, quand on est en double aveugle, on est quand même plus proche de la barre du 1 en moyenne que quand on a conduit des études avec le schéma PROD.
Là, l'estimation de l'effet a été considérée comme exagérée avec une augmentation de 16%. Bon, c'est non significatif par rapport à ce travail, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours rester, sur lequel il faut toujours rester vigilant, c'est de regarder quand même que les études en ouvert et en double aveugle donnent à peu près les mêmes résultats pour voir si le schéma n'a pas trop déformé les résultats de l'étude. Voilà, ce sera ma dernière diapositive, parce que je sais que vous avez tous faim. Juste pour vous dire, les histoires multipées, finalement, c'est plus simple, c'est les histoires du non-P. Hein. On n'a pas besoin d'un P pour lire les résultats d'une étude. Pour faire le bilan sur les études Einstein, on a des études en ouvert, on a fait un schéma avec une évaluation à l'aveugle des traitements pour corriger cette difficulté. On a une bande de non-infériorité qui a été choisie quand même de façon très laxiste, 2, ça veut dire qu'on était prêt à tolérer une perte d'efficacité quasiment de 100%, hein, des événements multipliés par 2. Et ceci dit, la borne observée est beaucoup plus basse que celle-ci, puisqu'on a une borne à 1,19. Donc on n'est pas si loin que ça même de la borne du 1. Pour les hémorragies, donc j'ai mis ce chiffre en rouge, on a des résultats qui ne remettent pas en cause ce résultat d'efficacité. Et concernant l'étude Rocket, là aussi on a une borne accéléraciste. Alors dans tous les cas de figure, hein, c'est les mêmes que les petits copains, ils ont tous pris les mêmes bornes, donc on n'a pas de discussion là-dessus. Mais on est quand même prêt à tolérer, compte tenu des avantages du produit, une perte de 50% hein, avec ces bornes de non-infériorité. Alors ceci dit, quand on regarde là aussi les résultats des intervalles, on est loin puisqu'on a une borne à 1,03, c'est-à-dire pas loin même de la supériorité par rapport au traitement standard. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.